Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Télésud mardi 2 octobre. À la une en Somalie, violente explosion à Kismayo, dernier grand bastion des rebelles islamistes Chebab. Une riposte qui intervient alors que la veille, la ville avait été conquise par les forces gouvernementales somaliennes. Plus de 700 000 nouveaux réfugiés depuis janvier. Leur nombre dans le monde en 2012 s'achemine vers un record selon le chef du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR toujours déterminé à poursuivre son action. Et puis la deuxième édition du Quota Noir de France 2012-2013 vient de paraître. Le thème cette année, démentir les préjugés par l'exemple. Les bénéfices réalisés permettront de financer des bourses d'excellence aux étudiants. La Cour pénale internationale s'intéressait fortement à lui. Finalement, c'est devant la justice ivoirienne que le général Bruno Dogbo-Blé devra se défendre, ainsi que 4 autres militaires. Le premier grand procès d'après-crise est donc ouvert à Abidjan. Le nom de l'ex-patron de la garde républicaine de l'ère Gbagbo est cité dans plusieurs affaires. Il est notamment accusé par la justice ivoirienne de génocide, d'assassinat, d'enlèvement et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il avait été arrêté par les FRCI le 15 avril 2011. 4 jours après la chute de Laurent Gbagbo. En Somalie, les forces pro-gouvernementales ont pris le contrôle du port de Kismayo. Pourtant, les ripostes des islamistes Chebab ne se sont pas fait attendre. Dernière en date, une forte explosion dans un bâtiment abritant des forces somaliennes ce mardi. Une vengeance des Chebab qui étaient, il y a quelques jours, contraints d'abandonner cet ancien bastion. Moïse Moukoro. Après avoir perdu Mogadiscio il y a un an, c'est un revers de plus pour les Chebab. Kismayo, leur dernier bastion, est passé depuis hier aux mains des forces somaliennes. Les insurgés islamistes contrôlaient Kismayo depuis août 2008, mais sous l'effet des troupes somaliennes appuyées par les soldats de la force de l'Union africaine en Somalie, ils ont dû quitter la ville avant-hier. Les quelques dizaines de soldats arrivés sur place n'ont pas tardé à en occuper les points stratégiques. À présent, les troupes qui ont accosté à Kismayo contrôlent la partie nord de Kismayo, ce qui inclut l'université, le vieil aéroport et, dans une certaine mesure, le pont de Goboweni. Les Chebab préfèrent toujours parler d'un retrait purement tactique. Ils promettent de faire de Kismayo un champ de bataille, même si plusieurs de ses membres ont rallié les camps gouvernementaux pendant le week-end. La perte de la ville devrait priver les milices islamistes d'une part importante des revenus qu'ils tiraient du port, mais ne marque pas toutefois l'anéantissement du mouvement. Ces milices vont changer de tactique et opérer à la manière des guérillas. Les Chebab vont enfiler des tenues de civils et garder une grande capacité de nuisance. Après la prise de Kismayo, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a félicité l'AMISOM et les troupes somaliennes pour leur bravoure. Il a également appelé la communauté internationale et les organisations humanitaires à venir en aide aux populations civiles. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, au cours des 4 dernières semaines, environ 12 000 personnes ont fui la ville de Kismayo. Autre attaque islamiste au Nigeria, au moins 26 personnes ont été massacrées tôt dans la matinée par un groupe d'hommes armés dans un foyer universitaire du nord-est du pays. Un drame aux motivations encore obscures, mais qui s'est déroulé dans une zone où le groupe islamiste Boko Haram est actif. En Guinée-Conakry, le président Alpha Condé a appelé à l'apaisement et au rassemblement. C'est à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de son indépendance. Il a de nouveau appelé à organiser au plus vite les élections législatives, sans cesse reportées depuis près de 2 ans en raison de divergences entre le pouvoir et l'opposition qui donnent lieu régulièrement à des manifestations violentes. 700 000 nouveaux réfugiés dans le monde depuis janvier, un record. À l'origine, les graves crises humanitaires causées par les conflits au Mali, en Somalie, au Sud-Soudan ou encore en Syrie. Le Haut Commissariat aux réfugiés tire donc la sonnette d'alarme et appelle à plus d'investissements. Moïse Moukoro. Du Mali à la Syrie, en passant par le Sud-Soudan ou encore la Somalie. Obligés de venir en aide aux populations, les organisations humanitaires subissent de plus en plus de pression. Les nouveaux conflits s'ajoutent aux anciens non résolus.
Pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est une crise sans précédent que traverse le monde. En 2011, plus de 800 000 personnes ont traversé les frontières en quête de refuge, soit une moyenne de plus de 2000 réfugiés chaque jour. Ce chiffre est supérieur à n'importe quel moment durant la dernière décennie. Le message du Haut-Commissariat aux réfugiés lors du comité exécutif est clair. Il faudra plus de moyens de la part des États pour poursuivre les actions de solidarité. En 2011, le HCR a dépensé plus de 2 milliards de dollars. La projection pour 2012 pour les situations d'urgence sera plus élevée. En cette période de crise économique, je suis conscient des pressions sur les budgets d'aide humanitaire. Pourtant, réduire l'aide humanitaire se révélera être plus coûteux à long terme. J'en appelle donc à tous nos donateurs, à la fois traditionnels et non traditionnels, pour un soutien supplémentaire à ce moment critique où notre capacité financière est tendue à la limite. Malgré les grands défis, les responsables du HCR sont déterminés à poursuivre leurs actions. Pour cela, ils essaient de nouer plus de partenariats avec le gouvernement et d'autres ONG. Le Programme alimentaire mondial et le HCR procèdent actuellement à des opérations conjointes pour venir en aide à près de 10 millions de réfugiés dans 37 pays. Accéder à l'eau potable à Bamako relève parfois du parcours du combattant. Les populations de certains quartiers défavorisés se rabattent très souvent sur les puits ou sur les châteaux d'eau. À l'origine de cette souffrance, l'incapacité de la société malienne de gestion de l'eau potable à faire face aux demandes des populations. Enquête sur place, Niagnan Aliou Traoré. Bamako, la capitale du Mali. La ville des Trois Caïmans a considérablement grandi au fil des années. Elle compte aujourd'hui 6 communes pour plus d'une cinquantaine de quartiers. Avec une démographie galopante, les besoins de la population s'y sont multipliés. C'est le cas de l'accès à l'eau potable. Moi, je suis à Kalabankoura. Précisément dans la zone de Grandiguebou, il y a vraiment ces problèmes-là. Aux 1008 logements, c'est la grande désolation. Habituée aux coupures d'eau qui peuvent persister jusqu'à 4 jours et même plus, la population ne sait plus à quel sens se vouer. On peut faire 2 jours, 3 jours sans eau. Et vraiment, ça nous pose trop de problèmes. Il n'y a pas d'eau maintenant. Oui, il n'y a pas d'eau. Depuis 3 h du matin, il n'y a pas d'eau. L'eau arrive à 3 h du matin, bon, on a le temps de prendre quelques gouttes. Et ça, vous vivez cette situation depuis très longtemps, depuis des mois. Nous avons fait un tour à l'agence de la Société malienne de gestion de l'eau potable. Face aux différentes coupures d'eau, le directeur y reconnaît quelques dysfonctionnements au niveau de son service. La difficulté majeure réside dans le fait qu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande, en ce sens que nous avons des installations qui ont une capacité donnée. Et donc, ces installations doivent répondre à une demande de la population. Mais il se trouve qu'à la date d'aujourd'hui, il existe un déséquilibre qui est en défaveur de l'offre. L'explication du directeur a beau d'être louable, est-elle assez rassurante, voire persuasive, pour calmer la souffrance de ces nombreux foyers en manque d'eau potable, malgré la crue du fleuve Niger en cette période hivernale? C'est la rentrée scolaire dans les établissements publics au Cameroun, une rentrée toutefois perturbée par les inondations. Les parents d'élèves sont plus que jamais inquiets face aux conditions de travail précaires. En attendant l'assistance des autorités, l'année académique semble bien difficile. Nian Diouf. De cette école publique de Kokok, dans le nord du Cameroun, il ne reste que des gravats. 6 salles de classe ont été détruites par les inondations qui frappent la région depuis 4 semaines. C'est les pieds dans l'eau, cartable à la main, que les enfants se rendent à l'école. Les directeurs travaillent sous un arbre. Un hangar construit avec des nattes sert de salle de classe pour ces enfants. Nous avons perdu les salles de classe, mais nous n'avons pas fermé l'école. Nous continuons à encadrer les élèves qui viennent vers nous. Donc nous voulons que les parents amènent d'autres élèves pour que nous ayons le même effectif que nous avons eu l'année passée. Dans le camp de réfugiés de Girzidik, de nombreux enfants ne partent pas à l'école. Les parents ne veulent prendre aucun risque avec ces quartiers encore dans l'eau. La somme d'1,5 milliard de francs CFA récemment promise aux sinistrés par le gouvernement tarde à arriver. Après le départ du chef de l'État, nous n'avons rien encore vu. Surtout quand tous les soldats sont partis, il reste seulement certains qui sont là pour nous garder tous. Donc après cela alors, il n'y avait rien du tout.
Bon, ce qui est aussi là est que après cela, nous n'avons même pas reçu quelque chose. Et on entendait souvent même de certains dons qui devaient venir, qu'on devait recevoir. Mais jusqu'à présent, rien du tout. Les récoltes ont été englouties par les eaux, les maisons détruites. Alors le gouvernement s'est engagé à nourrir les familles des sinistrés et à les reloger lorsque les eaux se seront retirées. Le bilan actuel fait état de 17 morts et quelques 25 000 déplacés. La garde des Sceaux française Christiane Taubira fait désormais partie du club, le Gotha Noir de France, dont l'édition 2012-2013 vient de paraître à l'initiative du projet, le club Efficience. Objectif, mettre en valeur les réussites des Noirs de France et donner aux jeunes des exemples de réussite. À la conférence de presse ce matin à Paris, Salah Eddine Gakou y était pour nous. Le club Efficience a présenté le livre Gotha Noir de France 2012-2013. Démentir les préjugés par l'exemple, c'est le thème central de cette deuxième édition. La somme générée par la vente de l'ouvrage permettra le financement de bourses d'excellence attribuées aux étudiants. Notre objectif à court terme, c'est déjà réussir les ventes du Gotha Noir parce que les bénéfices sur les ventes de cet ouvrage vont nous permettre d'augmenter la cagnotte pour la bourse. La valorisation des parcours d'excellence est l'ambition première du club. Il est composé notamment d'intellectuels, de juristes, de chefs d'entreprise et de journalistes. Les membres incitent les jeunes à faire de grandes études pour mieux s'en sortir dans la vie. Il faut absolument faire passer le message comme quoi il est plus facile pour un jeune aujourd'hui d'accéder aux grandes écoles et d'avoir un bon métier. Il est plus aisé pour lui, plus sûr d'être médecin que d'être footballeur ou artiste. Dans le Gotha Noir de France 2012-2013 figurent 300 personnalités de divers milieux. Parmi elles, le sculpteur Ousmane Sow, l'animateur radio Claudiciard et l'ancien footballeur Lilian Thuram, connu du grand public. Et d'autres moins connus, mais particulièrement heureux d'y figurer. Quelque part, j'en suis très fier, parce que c'est une sélection, donc quand on fait partie d'une sélection, c'est toujours agréable. En même temps, c'est vrai que je suis surpris de découvrir mon nom comme ça, en se levant un matin. Prochain rendez-vous pour les membres du club le 1er décembre. Ils organiseront un gala de charité afin de récolter des fonds pour d'autres bourses d'excellence. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant je vous rappelle l'un des principaux titres. En Somalie, une violente explosion s'est produite ce mardi à Kismayo, pourtant conquis depuis hier par les forces gouvernementales avec l'aide d'unités kenyanes de l'AMISOM. Explosion revendiquée par les Chebabs qui ont assuré que leur retrait était purement tactique. Leur but, transformer leur dernier bastion en champ de bataille contre les forces pro-gouvernementales. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vos programmes continuent sur Télé Sud. Excellente soirée à vous tous et à demain.